Il y a des fois où on change de structure, on se retrouve à acheter ce genre de choses que je viens de citer, qui est complètement différent, mais à 180 degrés de ce qu'on a acheté jusque-là. Donc, il faut garder cette agilité, cette adaptabilité, de sorte à trouver rapidement ses repères. C'est qu'on est ce qu'on appelle plug and play, c'est carrément du premier coup, on se doit d'être opérationnel. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast des achats. Nous accueillons aujourd'hui Mohamed Amin Zahaf, qui est directeur achat dans une grande société offshore au Maroc, qui va nous parler donc de certaines spécificités, notamment d'achat dans la grande distribution, dans le BTP, et puis on reviendra sur les indicateurs clés qu'un directeur achat doit mettre en œuvre. Donc, merci Amin de participer à ce podcast. Je te laisse compléter un peu ton parcours, et puis ensuite on enchaîne sur 3 questions clés sur les achats. Merci Olivier. Comme introduction, je dirais que je suis de formation ingénieur industriel. J'ai complété par un MBA en management des organisations, en délocalisé, celui de l'Université Paris-Dauphine et de l'IAE Panthéon-Sorbonne. Ensuite, encore un master en gestion des achats et de la logistique. C'est celui de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises au Maroc, à Casablanca. Et puis voilà, donc après, j'ai intégré le monde professionnel, voilà, avec des expériences assez riches jusque-là, dont on pourra découvrir un peu les contours tout au fil de ce podcast. Parfait, merci. Alors, moi, j'ai noté en fait que tu as commencé ta carrière et tes études au Maroc, mais en fait, tu as fait également des études soit à distance, soit localement en France, voire même avec une université en Corse. Oui. Ce que j'aimerais peut-être rapidement, c'est un peu, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments différenciateurs entre la maturité des achats et des acheteurs au Maroc et peut-être les équipes achats que tu as pu rencontrer en France? D'accord. Alors, en fait, pour ce qui est des formations que j'ai, avec lesquelles j'ai complété, c'était en parallèle. En fait, j'ai intégré l'entreprise en 98. Alors, avec un diplôme en poche, en fait, d'ingénieur industriel. Après, j'ai dû compléter parce que qui dit ingénieur industriel dit col bleu, comme on les appelle dans le métier. Et par la suite, il fallait être, à partir du moment où j'ai été amené à manipuler des chiffres, et c'était en devises, en dirhams ou en euros, et que j'avais à faire, en fait, à réaliser des achats, notamment dans le cadre de mes fonctions. Il fallait aussi cette casquette col blanc. Et du coup, j'ai décidé, en fait, de me perfectionner académiquement parlant. Et j'ai enchaîné justement avec des formations, notamment en délocalisé, c'est mon MBA justement en fait en management des organisations, ou encore les 2 autres masters que j'ai en fait en achat logistique. Donc là-dessus, effectivement, donc c'était pour améliorer en fait mon background académique pour assurer au mieux les achats et ce métier d'achat en fait qui demandait une certaine manipulation de chiffres. Alors pour ce qui est de la maturité achat du métier d'achat au Maroc, c'est vrai que ça ne l'était pas dans un passé lointain. Alors le métier d'achat en lui-même, en fait, de façon, je dirais, globale, internationalement parlant, il a émergé en fait surtout après les années 70-80, après le choc pétrolier, et où on diminuait comme pas possible en fait les coûts de main-d'œuvre. Et par la suite, c'était naturellement, on a dû passer aussi à la diminution des coûts de matières premières, d'où en fait l'émergence du métier d'achat et d'acheteur qui se devait en fait justement de tirer toujours les prix vers le plus bas et d'assurer une certaine optimisation de ses achats et de ses budgets. Alors au Maroc, en fait, effectivement, on va dire, ça fait un petit peu, quand même quelques années, je dirais une bonne dizaine d'années, où le métier d'achat a vraiment émergé. Aujourd'hui, les achats ne sont plus confiés au comptable et juste parce que tout simplement, il manipule les chiffres et que quelque part, il est de la société ou il est digne de confiance. Il y a des fois où on détache un comptable pour faire les achats aussi en même temps, où ils sont confiés à une assistante, en fait. Alors, c'est fait, c'est réalisé, mais l'enjeu est beaucoup plus grand, en fait. C'est-à-dire que la société gagnerait beaucoup plus, en fait, à avoir un vrai acheteur, puisque c'est un métier à part entière,
Et dépendamment des budgets achats qu'elle met et qu'elle met sur la table, on pourra imaginer en fait l'enjeu et imaginer en fait l'économie que pourra lui faire en fait un bon acheteur. Oui, tout à fait. Je vois très bien l'idée. Et du coup, est-ce que vous l'avez retrouvé dans les expériences? Notamment, vous avez bossé, si je cite quelques noms, chez PSA, chez Metro, donc dans la grande distribution, dans le Mhm. BTP ensuite. Oui, Euh, absolument. Si on fait cette transition, entre guillemets, de degré de maturité, quelle direction achat vous avez trouvé dans ces sociétés et quelle différence opérationnelle vous avez vécu en fait en passant d'un PSA, de la grande distribution à du BTP? Absolument. En fait c'est assez important ce que vous dites, puisque les contextes diffèrent. En fait, les techniques restent les mêmes, mais les contextes diffèrent. C'est-à-dire que quand on achète pour le métier de l'automobile, on achète en fait, on source en fait des pièces de rechange, on source aussi de la façon aussi, donc des prestations et de la sous-traitance. Et c'est assez précis, c'est assez pointu technologiquement parlant. Après, nous passons aussi, vous avez cité le BTP, c'est une autre paire de manches aussi, puisqu'on achète aussi bien de la matière première que de la sous-traitance au niveau des corps de métier. Et là-dessus, en fait, on passe sur un autre contexte qui est celui de certaines sociétés de réalisation de BTP avec une certaine classification. On rentre beaucoup plus en fait dans le terrain, dans une façon de faire. En fait, on suit carrément l'acheteur en BTP est plutôt tenu en fait d'aller vraiment sur le terrain et de vérifier ce qu'il achète, notamment en matière première, mais aussi en suivi de chantier pour voir en fait le sous-traitant qu'il a engagé, jusqu'à quelle mesure en fait il respecte le cahier des charges et le contrat établi entre les deux parties. Pour passer par la suite au métier de la grande distribution, là c'est vraiment le temple des achats, puisque autant sur les deux premiers secteurs, en fait, on avait en tant qu'acheteur ou directeur des achats ou responsable achat, j'entends bien, on avait en fait un demandeur, un client en interne quelque part qui nous exprimait en fait son besoin, que ce soit en quantitatif ou en qualitatif, et en délai et en service aussi. Dans la grande distribution, on est vraiment maître à bord, puisque en fait les acheteurs en grande distribution, ils décident quoi acheter, à quel moment, en quelle quantité, en quel conditionnement. Quand je dis conditionnement, on va dire, c'est en quelle contenance, en quelle quantité, est-ce que c'est en vrac, en paquet, voilà, ce genre de choses. Et du coup, en fait, à travers les foires auxquelles un acheteur de grande distribution va assister, à travers les différentes réunions qu'il va tenir avec les fournisseurs qui le prospectent, il va décider d'un certain nombre d'articles qu'il va acheter. C'est les articles qui vont constituer ce qu'on appelle un assortiment, et dans son périmètre, bien entendu, parce que la grande distribution, elle est segmentée en plusieurs périmètres. Et donc là-dessus, en fait, il va décider des articles qu'il va acheter en quantitatif. C'est lui qui décide de la quantité. Il n'a pas une demande en fait sous le coude qu'il va devoir respecter, contrairement aux autres secteurs que j'ai cités. Donc c'est lui qui va décider du quantitatif. La plupart du temps, en fait, il y a quand on est en face d'un fabricant, on a ce qu'on appelle le MOQ, c'est le Minimum Order Quantity. En fait, c'est lui qui va décider en fait pour nous réaliser notre besoin, il va exiger une quantité minimale à respecter parce qu'il va faire tourner ces chaînes de production rien que pour nous, en fait, quelque part. Donc là-dessus, comme je disais, en grande distribution, un acheteur, il décide des articles qu'il va acheter, des quantités et des contenances et des conditionnements. Et ça va encore plus loin puisque c'est lui qui décide du prix de vente. Donc, c'est lui qui initie en fait le prix de vente, notamment de par sa connaissance du marché. Et donc, quelque part, au final, c'est un peu naturel et normal qu'il soit challengé par ses supérieurs sur le chiffre d'affaires, puisque c'est lui qui a fait le choix des articles à vendre. Donc, si c'est le mauvais choix, le chiffre d'affaires ne sera pas au rendez-vous. Si c'est le bon choix, ben, ça va être le jackpot. Il est challengé aussi sur la marge bénéficiaire, puisqu'en fait, en fixant les prix de vente par rapport à ses prix d'achat et au coût d'achat, bien entendu, pour être plus précis,
c'est lui qui, quelque part, fixe la marge, à la marge bénéficiaire. Et encore, une dernière chose, c'est qu'il va être challengé sur le niveau de stock, puisque comme je disais, en fait, c'est lui qui décide des quantités à vendre, à acheter. Et donc, si en fin d'année, on se retrouve avec un grand stock et qui finalement n'est plus vendable ou qui est obsolète, quelque part, l'acheteur, il est mis en cause, puisqu'en fait, il a acheté beaucoup plus qu'il n'en fallait, ou il a acheté enfin, de façon qui est supérieure à sa capacité de vente à travers les magasins, les magasins de la société. Donc, quelque part, il est challengé sur le chiffre d'affaires, sur la marge bénéficiaire, sur le niveau de stock en valeur et en quantité, et sur le niveau d'obsolescence de stock. C'est ce qu'on appelle en fait les rossignols. En fait, c'est les articles qui sont dormants en fait dans notre stock. Quelque part, c'est une trésorerie qui est immobilisée pour rien. Ouais, j'imagine. Et du coup, donc là, on est en plein dans la partie vraiment agroalimentaire. Vous passez sur la partie BTP et là, j'imagine que c'est un paradigme complètement différent. Alors, le Là, BTP, en fait, oui, absolument, absolument. Alors, le BTP, en fait, dans la société, la structure où j'étais, en fait, c'est une structure en fait qui était une entreprise en TCE, donc en tout corps d'État. Donc, elle engrangeait un certain nombre de projets, de chantiers, sans pour autant, c'est le cas de la plupart des grandes structures, sans pour autant assurer tous les corps de métier, en fait. Et Dieu sait qu'ils sont très nombreux. Ça va du terrassement jusqu'à la finition, donc ce qu'on appelle les corps de métier secondaires. Et donc là-dessus, il fallait, en tant qu'acheteur, la société où on siège, en fait, a déjà vendu avant même d'acheter. Donc, quelque part, elle participe à des appels d'offres d'un certain nombre de mètres d'ouvrage et elle initie en fait des prix dans les bordereaux de prix qu'on lui soumet et elle participe à l'appel d'offres. Et dès lors qu'elle est adjudicatrice, ben, c'est là où elle se tourne vers les corps de métier qu'elle va devoir sous-traiter. Et c'est là où l'acheteur commence en fait son travail de prospection et de sociétés en fait qui vont assurer les corps de métier que la société elle-même n'arrive pas ou ne peut pas en fait assurer. Quelque part, je donne un exemple. Si on a, par exemple, la société a gagné un projet en fait de construction d'un hôtel 5 étoiles, par exemple, ou d'un aéroport, ou d'un port, ou d'un building, quel qu'il soit, en tout corps d'État, en TCE, si la société en elle-même n'assure que les gros œuvres, par exemple, et les lots techniques, à savoir les fluides, électricité, CFO, CFA, après, tout ce qui est, par exemple, menuiserie, revêtement, menuiserie métal, menuiserie inox, menuiserie bois, ou de revêtement, ou de faux plafond, peinture, terrassement, en fait, tout ça, c'est peut-être des corps de métier qu'elle va devoir sous-traiter. Alors qu'elle-même, en fait, elle les a déjà initiés, elle a déjà fixé les prix, puisque elle a rempli et renseigné un bordereau de prix sur lequel elle a été adjudicatrice, en fait. Donc, c'est avec ces prix-là qu'elle a vendu. Donc là, en fait, le métier d'acheteur va devoir sourcer et trouver les sociétés qui sont à même de faire le travail correctement, mais avec des prix, bien entendu, qui sont en deçà, en fait, des prix de vente de la société. Ça va constituer, en fait, la marge bénéficiaire de la vente. d'accord, et donc ce qui fait effectivement que là, on est vraiment sur de l'achat projet avec des prix de vente déjà, on va dire, fixés. Il faut qu'on aille chercher mieux Absolument, à absolument, mesure. On est absolument. un peu l'inverse. Auparavant, vous cherchiez un produit pas cher, vous imposiez le prix de vente. Là, on vous impose le prix de vente et vous allez chercher des produits pas chers. Absolument, absolument. Et il y a des fois où, en fait, c'est un peu normal, où il y a des loupés et où, en fait, la société a vendu un article ou quelques articles du lot pour pas cher. Et quand on essaie de sourcer, on se retrouve à des prix totalement décalés par rapport à ça, où il faut rattraper une marge perdue d'un côté et rattraper de l'autre. Donc, c'est un peu ce métier de funambule, en fait, d'acheteur qui va travailler sur tous les versants, en fait. Il y a des fois où Ah ouais. sur un chantier ou sur un projet, on perd sur un corps de métier, par exemple, je dirais le revêtement de sol, et on peut gagner sur les autres lots, équilibrant ainsi en fait la marge bénéficiaire totale en fait du projet en entier. Alors ça, c'est le côté sous-traitance qu'on achète dans le métier du bâtiment, et on achète aussi de la matière première. Ça va en fait des briques, des ourdis, du tout venant, du rang en béton, en fait, voilà, des agrégats en fait, donc du béton prêt à l'emploi. C'est ce genre de choses en fait, de la gravette. En fait, il y a de tout. Ouais, c'est très varié. Forcément, le BTP, Absolument, on absolument. va trouver des Avec produits électriques, la plomberie.
etc. absolument. Ouais. Et Avec quelques produits qui sont en fait dans le forex, notamment en fait l'acier, où mmh. on rentre en fait carrément sur des matières premières stratégiques et des fois ça fluctue. Des fois, on aura gagné d'acheter plus tôt et dans quel cas on a fixé les prix et dans d'autres cas où on a acheté plus cher et que ce n'est qu'en finissant le projet que les prix retombent à la baisse. Ouais, j'imagine. Et là, effectivement, il faut faire la compensation. Et Absolument. j'aimerais revenir aussi sur, vous m'aviez parlé avant qu'on démarre le podcast, d'achats un peu plus originaux. Est-ce que vous avez comme ça 2-3 exemples un peu sympas à nous partager? La manière surtout dont vous les Absolument. avez, En sourcés, fait, quoi? je pense que vous faites référence aux achats que je faisais en fait dans le cadre d'une société qui produisait des biofertilisants et biopesticides, et dans quel cas la matière première achetée était des amendements d'origine organique. Les amendements organiques, c'est tout simplement des déchets, déchets en fait organiques, c'est des déchets d'animaux. En fait, j'entends par là la bouse de vache ou la fiente de volaille, des viscères aussi, du sang, des cornes, des sabots, c'est assez, c'est assez croustillant tout ça. Et aussi des déchets d'origine végétale, à savoir en fait de la menthe pourrie, des déchets de noix de coco, des déchets de riz, des déchets de Tifa. Tifa, en fait, c'est une plante en fait qui pousse en fait dans les fleuves. Je l'ai acheté au Mali. En fait, c'est une plante d'ailleurs qui est envahissante et qui perturbe le transport fluvial au Mali, le transport fluvial qui est assez important en fait chez eux. Et donc, quelque part, j'ai dû tout simplement lancer une filière en fait, de récupération de cette plante. Personne ne voulait l'arracher, quand bien même elle gênait, personne ne voulait l'arracher parce que quelque part, en fait, c'était un travail qui se doit d'être rémunéré. L'État ne jouait pas forcément le jeu. Et quelque part, j'avais initié ce travail. En fait, j'achetais cette TIFA et donc, ça a poussé les riverains, en fait, de l'arracher eux-mêmes, en fait, et de venir me la vendre. Alors, quand on achète ce genre de choses, on achète aussi, bien entendu, de la bouse de vache, de la fiente de volaille, tout ça, en fait, faut être vigilant quant au taux d'humidité. C'est-à-dire que, par exemple, la Tifa, en fait, c'est une plante qui provient, en fait, des fleuves et en fait qui naît dans les fleuves et quand je l'achète avec un taux d'humidité. Dans quel cas, quand il est élevé par rapport à une certaine norme, en fait, ben, je fais une compensation. Donc là-dessus, c'est une compensation par rapport à parce que je sais qu'une fois à l'air libre, en fait, ou au soleil, ça va sécher, ça va se déshydrater et je me retrouverai avec un poids beaucoup moindre. En fait. Donc c'est ce Ouais, genre de j'imagine. C'est choses, tout en le fait, tout il le faudra. challenge, effectivement. Et Exactement. ça me rappelle, moi, une expérience que j'avais eue aussi dans une société, qui fabriquait de la mousse, d'extinction incendie. D'accord. Et en fait, pour fabriquer cette mousse d'extinction incendie, on achetait des carcasses de vaches, qu'on broyait, qu'on faisait chauffer, qu'on centrifugeait et on en sortait en fait, de la De la protéine, entre mousse guillemets, pour les serpents. qui recouvre les incendies, notamment de puits de pétrole. Ah, ok, 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 pour les étouffer, d'accord. Pour les D'accord. étouffer. Et donc Comme effectivement, quoi. et puis alors, je ne sais pas si vous avez eu ce challenge, mais on achète des déchets, on le transforme, mais on a encore plus de déchets à la fin parce qu'une fois qu'on a et on se retrouve avec la difficulté de pouvoir écouler des déchets de déchets, quoi. En Exactement. gros, comme vous dites, des sabots, des ongles, des morceaux de chair qui restent ou des os broyés. Et là, bah, il faut arriver à trouver une nouvelle industrie qui peut encore recycler des déchets que nous, on avait achetés. Alors, en fait, dans le cadre de la société que je viens de citer, en fait, les biofertilisants, quand je disais, en fait, c'est un mix en fait d'amendements organiques, que ce soit d'origine végétale, animale ou minérale. En fait, on a acheté aussi des dérivés de phosphate. Bah, au Maroc, ça tombe bien parce il y en a il y en a à volonté. Et là-dessus, on achetait aussi des cendres. Ça aussi, ça rentrait en fait dans le mix. Et les cendres, on les achetait de chez tout simplement les cimentiers. En fait, les cimentiers qui, tout simplement, dans leur chaudière, ils produisent beaucoup de cendres au final et en fait, nous les récupérions. Et ça, ce qui est encore assez sympa aussi dans la chose, c'est que eux-mêmes, en fait, voulant s'en débarrasser, nous arrivions à faire en sorte à ce que le transport
soit à leur charge en fait aussi. Donc quelque part, voilà. C'est ce genre de choses en fait où soit c'est le transport à leur charge, ça dépend de la proximité ou pas, ou carrément en fait, ils peuvent carrément nous rembourser une certaine valeur en fait de nos charges. Très bien. Parfait. Non, non, mais c'est intéressant parce que ça permet effectivement de voir la diversité des achats qu'on peut avoir. On a démarré par la grande distribution, on est passé par le BTP sur la sous-traitance. Et puis, on a réussi à voir effectivement que même des déchets de déchets pouvaient être achetés et optimisés. Alors en fait, Euh, c'est pour dire, oui. allez-y, allez-y. Pardon, Olivier. C'était juste pour dire en fait que effectivement un acheteur se doit d'être assez agile, assez souple en fait. Quelque part, quand on est dans une société où on a passé un certain nombre d'années et où on a acheté la même chose qui se répète d'année en année, en fait, on se retrouve dans une zone de confort et il y a des fois, je dis bien, où on perd de sa performance. Et là-dessus, en fait, faut rester vigilant sur le fait qu'il y a des fois où on change de structure, on se retrouve à acheter ce genre de choses que je viens de citer, qui est complètement différent, mais à 180 degrés de ce qu'on a acheté jusque-là. Donc, il faut garder cette agilité, cette adaptabilité, de sorte à trouver rapidement ses repères, parce que le temps presse et la société ne va pas s'arrêter d'acheter. Et à partir du moment où on accepte en fait le challenge et on occupe un certain poste d'acheteur dans une structure, c'est qu'on est ce qu'on appelle plug and play. Plug and play, c'est carrément du premier coup, on se doit d'être opérationnel parce que la société, les lignes de production continuent à tourner peut-être sur 3 fois 8, en 3 fois 8 et la matière première se doit d'être là au rendez-vous. Et du coup, ça fait une bonne transition pour la dernière partie concernant la performance des achats. L'idée, c'est quand on est directeur achat et qu'on doit justement recruter des personnes comme ça qui doivent être agiles, qui doivent être opérationnelles quasiment du jour au lendemain, quel indicateur on met en place pour suivre et choisir, on va dire, des acheteurs qui sont performants et qui ont cette philosophie-là de réactivité comment vous le géreriez, on va dire, si vous deviez dire 2, 3 ou 4 indicateurs, lesquels vous choisiriez? Alors, les indicateurs, autant en fait, il y a des indicateurs pour choisir en fait lors d'un recrutement le bon acheteur et aussi des indicateurs pour suivre sa performance tout au long en fait de son exercice. Bah, le premier, je dirais en fait qu'un acheteur, un bon acheteur, en fait, c'est quelque part quelqu'un qui a un certain background. Maintenant, ça dépend de la nature d'achat qui sera amené à faire. Il y a des fois où c'est des achats en fait qui sont les mêmes dans le cadre d'un contrat cadre. Et dans quel cas, ça va être plus de l'approvisionnement en fait qu'autre chose en fait. Donc c'est carrément c'est du pool, c'est du pool en fait des matières qu'on a préalablement en fait définies et négociées en termes de prix et de valeur. Après, il y a un acheteur qui va assurer juste une famille donnée ou une certaine famille d'achats donnés. Et sinon, il y a l'acheteur en fait qui va couvrir tout le périmètre de la société, qui va acheter de tout. Donc, et là, en fait, il y a une certaine, on va dire, certaine adaptabilité à avoir. Après, l'acheteur, en fait, les premières qualités qu'il doit avoir, non seulement en fait, c'est ce charisme qu'il doit avoir face à ses fournisseurs. Il est question en fait de s'imposer, de quelque part. Je sais bien en fait que les fournisseurs et les prestataires, c'est des partenaires avant tout. C'est le langage à tenir, mais néanmoins, il faut rester près de ces chiffres. Il faut négocier les bons prix. Donc, quelque part, il faut, je ne dirais pas en sortir gagnant, mais parce que ce n'est pas une bataille, mais néanmoins, en fait, il faut rester près de ces chiffres et les respecter, notamment avec les budgets qui ne sont pas forcément élastiques. Et donc là-dessus, il faut que l'acheteur soit avec un grand pouvoir d'analyse, de négociation aussi, un certain charisme qu'il doit respecter, et beaucoup de rigueur et voilà, donc, et d'intégrité, bien entendu, ça va de soi. Sinon, en fait, dans l'exercice de son métier, un acheteur, ben, il est challengé sur plusieurs indicateurs de performance, il est apprécié sur plusieurs indicateurs de performance. Ça va de l'optimisation qu'il va assurer, parce que en fait, nous, tout simplement, des fois, nous assurons en fait des achats qui sont récurrents et de produits d'année en année, et on voit jusqu'à quelle mesure, en fait, d'année en année, nous faisons des économies sur ce même produit. Si, par exemple, j'achète
enfin, je dirais de la bouse de vache, de relais, ce n'était pas les bons exemples, mais d'année en année, je vais essayer toujours de tirer vers le bas ces prix-là. Mais quand on se donne à cet exercice, faut pas, c'est justement en fait des fois ce dont souffrent quelques acheteurs parce que d'année en année, on ne peut pas tirer les prix toujours plus bas. En fait, il y a, à un moment donné, on atteint un prix qui n'est plus compressible et l'acheteur se doit en fait de le déclarer quelque part. Il ne peut pas être challengé, par exemple, sur les 5% qu'il doit avoir ou sur les 10% d'économie qu'il doit faire chaque année. En 10 ans, il aura le prix, il aura l'article pour 0 dirham, en fait, c'est à ce rythme. Donc, quelque part, les 5%, les 10%, ben, c'est à respecter peut-être la première, la deuxième année. Après, c'est vraiment, on est sur des miettes qu'on pourrait négocier. Donc, on va autre, en fait, à part le prix, on négocie sur le délai de paiement aussi. Donc, c'est ça, c'est aussi un indicateur. Jusqu'à quelle mesure, en fait, l'acheteur va plutôt prolonger, en fait, les délais de paiement sans pour autant que ça soit trop agressif et repoussé, en fait, et rejeté par le fournisseur ou le prestataire. Mais les délais de paiement, plus ils sont lents, plus c'est profitable pour la société, puisqu'elle travaille en fait avec la trésorerie en fait, du fournisseur. Donc, je disais, en fait, c'est le prix, c'est les délais de paiement et c'est le service. En fait, il y a plusieurs services à négocier au-delà du prix d'un article, au-delà des délais de paiement. Il y a plusieurs services en fait qui sont négociés. Il y a aussi une disponibilité en fait à négocier avec le fournisseur. Il n'est pas question qu'il nous plante en milieu d'année en n'assurant plus en fait une disponibilité. Quelque part, je peux négocier dans le contrat que je puisse auditer en fait son stock, notamment. En fait, donc à un moment donné de l'année ou plusieurs fois dans l'année, je peux me déplacer de façon inopinée et auditer son stock. Et dans quel cas, si les stocks, un niveau stock minimal n'est pas respecté, et donc il y a risque pour la société, je peux faire valoir en fait les pénalités qui auraient été négociées dans le contrat. Donc c'est ce genre de choses en fait. Je peux aussi négocier des exclusivités en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être négociées au-delà des prix, comme je disais, qui ne peuvent pas tout le temps en fait être compressés, mais il y a autre chose en fait qu'on pourrait gagner aussi. Ouais, je vois. Et du coup, si on rassemble un peu tout ce suivi de performance, d'indicateurs, de négo, est-ce que à aujourd'hui, vous utilisez des outils source to pay, des plateformes, n'importe quel outil qui vous permettent de suivre en temps réel tous ces indicateurs qu'on vient de citer? Absolument, absolument, absolument. En fait, il y a plusieurs produits en fait sur le marché, en fait, plusieurs applicatifs ou applications ou logiciels en fait qui gèrent les achats de bout en bout. Il y en a même qui sont spécialisés. Quand j'étais dans le bâtiment, nous avions en fait le même logiciel qui permettait à la cellule appels d'offres, qui leur permettait en fait de remplir les bordereaux de prix pour soumissionner à tel ou à tel appel d'offres. En fait, les prix qu'ils recevaient, avec lesquels ils renseignaient, c'est mes prix à moi quand j'achetais. En fait, c'est pour dire que c'est le même logiciel et c'est mes prix à moi. Comme ça, en fait, ils ne manipulent pas des prix qui sont anciens ou vieillots et qui sont dépassés. Ou dans quel cas, il pourrait être dangereux en fait de renseigner avec ces prix-là. Donc, ils renseignent avec les prix que nous, au niveau des achats, manipulons. Donc, ils sont vraiment au prix réel en fait du marché. Donc, il y a des projets, il y a des produits, comme je disais, en fait, des applications, des logiciels qui sont spécialisés et qui permettent à deux, trois directions, trois entités dans la structure d'être conjointement sur un logiciel. Et d'autres, en fait, qui se limitent aux achats. Donc, ça va de la demande d'achat. Donc, le demandeur dans son coin, ça peut être, par exemple, tout simplement en fait la direction informatique, la direction comptabilité ou la direction marketing en fait qui va acheter telle ou telle chose, ben, elle va rentrer dans la plateforme moyennant identifiant un mot de passe et elle va renseigner une demande d'achat. Et c'est cette demande d'achat en fait plutôt que d'être en texte libre, il y a des fois où la plateforme permet d'avoir une base de données. En fait, c'est si moi j'ai acheté un stylo aujourd'hui, stylo Bic par exemple, ben, ce stylo Bic je l'ai acheté pour la première fois, il rentre dans la base de données. Et donc demain, si en fait tel ou tel client en interne, donc utilisateur, veut me formuler une demande, ben, il peut tout simplement aller en fait dans les filtres et trouver stylo plutôt que d'avoir un texte libre à me rentrer et dans quel cas nous pourrions ne pas nous comprendre sur la terminologie ou sur la désignation de l'article. Donc, c'est des bases de données qui sont partagées. Ils pourraient en fait faire
profiter de cette base de données. Après, voir le suivi de sa demande, en fait, les stades de vie de sa demande. Est-ce qu'elle est en consultation? Est-ce qu'elle est commandée? Est-ce qu'elle est en livraison? Chez qui il peut même rentrer en contact avec tel ou tel fournisseur pour connaître en fait l'état d'avancement de sa livraison. D'accord. Ouais, donc du coup, vous avez pu mettre en place effectivement ces outils digitaux Absolument. de suivi. Et puis Mhm. j'imagine d'une entreprise à une autre, ça varie beaucoup. Aujourd'hui, il y a même au-delà, en fait, c'est que telle ou telle structure, en fait, des structures assez importantes, en fait, d'une certaine dimension, qui ont une plateforme, en fait, je citerai par exemple l'OCP, donc l'Office européen des phosphates, qui a sa propre plateforme, en fait, pour les fournisseurs. Donc, à partir du moment où on est référencé, on rentre dans le panel des fournisseurs et des prestataires, on est dedans. Et donc, les consultations se font à l'intérieur, en fait, de cette plateforme. Donc, il renseigne les prix donnés. Il y a des fois où ces outils permettent aussi ce qu'on appelle des reverse auction. En fait, c'est des ventes aux enchères inversées. Et dans quel cas, en fait, nous lançons un appel d'offres achat et non pas vente. Et les fournisseurs rentrent en fait leur prix et c'est une course contre la montre. Et à chaque fois, en fait, le fournisseur voit comment il est placé. Est-ce qu'il est premier, c'est-à-dire qu'il a donné le meilleur prix, ou est-ce qu'il est deuxième ou troisième? Et avant que sonne le gang, en fait, il peut encore rentrer 2 ou 3 fois des prix pour voir jusqu'à quelle mesure, en fait, il peut se placer premier. Et une fois que le temps est écoulé, le dernier, en fait, le premier en liste, en fait, celui qui a donné le meilleur prix, l'emporte. Donc, c'est des ventes aux enchères, mais inversées. C'est-à-dire que ce n'est pas le plus disant qui va l'avoir, mais c'est le moins disant. Enfin, je préfère dire le mieux disant. Exactement. Non, mais c'est parfait. Donc, et du coup, ça, c'est ce que vous avez déjà utilisé vous-même dans votre expérience. Absolument. Parfait. Il m'est arrivé, en fait, dans la grande distribution, par exemple, nous achetions des télés, nous voulions faire tout simplement une opération coup de poing, en fait, et c'était les préalables de la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations de football, et nous voulions lancer un produit 32 pouces, en fait, c'était dans le temps, en fait, avec une certaine résolution, des télés, en fait, 32 pouces avec une certaine résolution, un certain nombre d'entrées HDMI, un certain nombre de données techniques, et donc pour nous, en fait, que ce soit en LG, en Samsung, en Sharp ou en Pioneer, ou en Sony, c'était pareil. Il fallait, en fait, dès lors, en fait, on était sur un certain standing, en fait, on va dire, un rang en termes de marque. Et là-dessus, nous avons lancé, en fait, une auction et ces marques-là, en fait, et d'autres aussi, avaient participé. Et absolument, nous avons pu avoir un prix très, très intéressant au final. D'accord, super. Ouais, non, c'est un bon exemple effectivement de mise en œuvre de toutes les options. Absolument. Super. Eh bien, écoute, Amine, je pense qu'on a fait déjà un large tour, on va dire, de la contribution de ton expérience achat. Merci beaucoup pour ta participation au podcast. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire de nouveau à l'avenir. Bien volontiers, Olivier. Merci beaucoup. Tant pis, à bientôt. À bientôt.